Bonjour à tous. Alors, effectivement, sur le programme que vous avez pu avoir, ma présentation s'intitule, enfin le sous-titre de la présentation est plus précisément une approche innovante en matière de gestion à action internationale. Et effectivement, je pense que innovant, nous l'avons été. Et si nous l'avons été, c'est finalement parce que nous y avons été contraints. Les actions internationales, ce sont des milliers de valeurs qu'il est bien difficile de suivre de façon exhaustive. Donc pour ça, je dirais il y a deux solutions. La première, c'est de bâtir une équipe avec une centaine d'analystes. Là, je verrai Alain qui me froncerait des sourcils très, très rapidement. Et même mis à part l'aspect purement économique, de cette façon, en fait, en général, on déplace simplement le problème, un problème de suivi de valeur, un problème de suivi d'analystes, puisque en termes d'agrégation d'informations, le suivi d'une centaine d'analystes pourrait devenir vite problématique. Donc la seconde solution serait davantage d'être innovant, justement, d'être innovant pour être efficace, de bâtir une approche rationnelle sur un univers aussi large, crédible, parce qu'il va falloir pouvoir convaincre de notre capacité de suivre ces milliers de valeurs, et puis bien sûr efficace pour produire, afin de produire de la performance sur cet univers. Et puis ensuite, il faut bien sûr bâtir une équipe pour mettre en œuvre cette approche originale. Alors c'est exactement ce que nous avons fait pour l'approche Global Alpha. Pour ceux d'entre vous qui étaient présents à Naples lors du dernier Club Europe, vous avez probablement noté le changement d'appellation dans la stratégie. Nous avons choisi Global Alpha, nous avons fait très attention, comme pour Jason, à l'appellation de cette stratégie pour donner très rapidement une idée de ce que nous faisons, une idée de ce que nous produisons. Alors avec Global, vous comprenez facilement que nous gérons des actions global equity, des actions internationales, au sens des pays développés, ce qui signifie donc que nous n'investissons jamais sur les pays émergents. Nous croyons véritablement que les actions des pays émergents répondent à une philosophie tout à fait particulière. Et puis avec Alpha, je pense que nous traduisons bien la façon dont nous produisons de la surperformance. Il s'agit d'une stratégie de génération d'Alpha, il ne s'agit pas d'une stratégie de market timing. Donc en résumé, nous allons générer de l'alpha sans véritablement jouer sur le bêta. Alors aujourd'hui, ce que je me propose de faire, c'est d'insister sur le facteur innovant de cette stratégie, sur les points qui me paraissent être innovants dans cette approche, et dans un premier temps, et dans un second temps, au travers d'un certain nombre d'analyses, de vous prouver notre efficacité, non seulement en termes de performance, mais aussi au travers d'un certain nombre d'analyses qui permettront de voir plus en détail comment nous avons produit cette surperformance sur les 3 dernières années. Alors, je crois sincèrement que nous avons été innovants, effectivement, à plus d'un titre. D'abord, parce qu'il s'agit d'une approche purement bottom-up. Alors là, vous allez me dire, il n'y a rien d'innovant à cela. Nous avons vu hier plusieurs stratégies. La plupart d'entre elles étaient bottom-up. Mais n'oublions pas, là, que nous nous adressons à des actions internationales. Nous gérons des actions internationales. Et bien souvent, les stratégies d'action internationale intègrent des facteurs top-down, des facteurs macro, afin notamment de déterminer les allocations géographiques et sectorielles. De notre côté, tout ce qui va mener à la construction du portefeuille viendra de considérations de valeur, y compris ces allocations géographiques et sectorielles. En d'autres termes, si nous allons surpondérer un secteur ou une région, c'est parce que nous allons trouver davantage de valeur dans ce secteur ou dans cette région qui nous paraissent attractives, ce qui est une façon de voir totalement différente. Alors, la raison pour laquelle nous sommes focalisés sur cette approche, ce n'est pas parce que nous n'avons pas confiance en nos économistes ou nos stratégistes. On a vu la qualité du travail qu'ils sont capables de fournir hier au travers du comité GMSC. Mais c'est davantage parce que nous croyons que le lien entre les macro-facteurs et la structure d'un portefeuille ne sont pas si évidents que ça. Par exemple, on pourrait être. Est-ce qu'on joue véritablement la croissance japonaise lorsqu'on surpondère une valeur comme Canon? Probablement pas, parce que Canon c'est essentiellement un exportateur qui va augmenter ses ventes si la consommation marche bien au travers du monde et pas seulement au Japon.
À l'inverse, ou pas à l'inverse, de façon analogue plutôt, on peut aussi jouer la croissance en Asie au travers de valeurs européennes qui sont fortement exposées à cette zone. Donc, vous voyez, je ne suis pas en train de dire que la macroéconomie ou que tous ces facteurs n'ont pas d'impact sur les marchés actions. Naturellement, ils en ont. Simplement, je suis en train de dire que ces facteurs, lorsqu'il s'agit d'une gestion en ligne directe, en action, doivent être intégrés au niveau de l'analyse des valeurs et non pas directement implémentés en termes d'allocation sectorielle ou géographique. Et ça, c'est très important et, à mon avis, un point innovant pour notre stratégie Global Alpha. Alors, donc, nous avons une approche purement bottom-up et le deuxième point innovant, c'est un processus qu'on a qualifié d'hybride. Alors ça, c'est un terme un peu barbare. Hybride dans la mesure où, comme le soulignait Jérôme, nous reposons dans un premier temps sur une approche très quantitative. Nous avons, afin notamment de réduire cet univers d'investissement, qui, je vous rappelle, est composé de milliers de valeurs, nous avons inévitablement un besoin de réduire cet univers afin de le rendre utilisable pour nos analystes. Donc nous passons cet univers au travers de différents screenings, de façon très organisée, d'abord avec des screenings sur des considérations de valorisation, des screenings value. Parallèlement, nous faisons tourner des screenings de croissance, growth. Et puis, point innovant également, nous avons implémenté une procédure de rotation de style qui va nous permettre de favoriser l'un ou l'autre de ces styles au cours du temps. Nous savons très bien qu'il y a dans le marché des styles favorisant successivement les valeurs dites de rendement et des valeurs de croissance. Et donc cette rotation de style va nous permettre dynamiquement d'adapter, je dirais, nos considérations de valeur au style qui est en train de prendre le leadership sur le marché. Alors ça a un gros avantage, ça nous permet d'abord d'avoir une couverture quasi exhaustive initialement sur le marché. On ne laissera jamais en dehors de nos considérations aucune valeur de notre univers d'investissement. Et le deuxième avantage, c'est que ça va nous permettre de réduire cet univers à une taille tout à fait raisonnable. Une taille raisonnable notamment pour introduire une analyse fondamentale. Parce que dans une deuxième étape, nous sommes conscients que tous les facteurs ne peuvent pas être pris en compte au niveau de l'analyse quantitative. Il y a certains facteurs qui ne seront jamais détectables par de simples screenings quantitatifs. Donc c'est pour ça que nous avons également pensé qu'il était absolument indispensable d'introduire cette touche fondamentale dans notre processus d'investissement. Et cette touche fondamentale également se situe bien sûr au niveau des valeurs par une analyse des sociétés effectuée par nos deux analystes dans l'équipe Global Alpha. Et enfin, le dernier point, en termes de considération de valeur, c'est au niveau du risque. Nous n'avons aucune limitation, ne serait-ce qu'en secteur ni en zone géographique. Nous ne sommes pas neutres non plus, mais encore une fois, si nous allons surpondérer un secteur ou une zone, cela proviendra essentiellement du fait que nous trouvons dans ce secteur ou dans cette zone davantage de valeurs attractives qu'en moyenne. Et donc le contrôle de risque, lui, va non pas se positionner sur des limitations régionales ou sectorielles, mais davantage au niveau des valeurs par une limitation des contributions marginales au risque de ces valeurs. Donc là aussi, c'est une considération au niveau des valeurs qui va driver notre contrôle de risque global au niveau du portefeuille. Donc voilà, pour résumer, s'il y a vraiment deux points à retenir en termes d'innovation pour la stratégie Global Alpha, c'est cette approche purement bottom-up, très, très particulière pour les actions internationales, et deux, ce processus hybride, très dirigé par les outils quantitatifs, mais aussi aidé par une analyse fondamentale secondaire dans une deuxième phase du processus d'investissement. Alors, avoir des idées innovantes, c'est une chose, les mettre en œuvre en est une autre. Pour mettre en œuvre ce processus hybride, il a fallu monter une équipe adaptée à ce processus, et une équipe dans laquelle on retrouve des compétences diverses et surtout très complémentaires. Alors, j'ai pour ma part 15 ans d'expérience sur les marchés, 10 ans en tant que gérant d'actions internationales. Je suis responsable des portefeuilles d'actions internationales de SGAM et je suis directement impliqué dans la structuration des portefeuilles et aussi dans le contrôle de risque.
Alain, quant à lui, c'est l'homme quantitatif de la stratégie. C'est lui qui nous fait tourner les backtests. On a toujours besoin de savoir comment ont fonctionné dans le passé nos idées. C'est aussi lui qui nous procure les informations nécessaires, les résultats de nos screenings tous les matins, afin d'avoir une mise à jour des informations au niveau des valeurs. Et puis, c'est aussi lui qui gère les portefeuilles lorsque je suis absent, comme aujourd'hui par exemple. Lionel et Nadine, quant à eux, ont la lourde tâche d'assurer le suivi fondamental des valeurs. Alors bien sûr, ils vont travailler sur un univers restreint. Ils ne vont pas suivre l'univers Global Equity au sens large. Encore une fois, il y a pratiquement 4000 valeurs dans cet univers. Mais ils vont s'attacher à travailler sur l'univers filtré par nos screenings quantitatifs. Alors la tâche reste importante. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas considérer Lionel ni Nadine comme des analystes buy-side, parce que dans la mesure où ils ne vont pas effectuer une véritable analyse primaire des sociétés, davantage une analyse secondaire, et ils vont se baser pour cela sur essentiellement 3 sources d'informations. D'abord, une recherche externe de la part des principaux brokers globaux, et une recherche interne également. Jason mentionnait tout à l'heure le centre de recherche de TCW, mais nous avons aussi l'équivalent sur Paris, au niveau des actions européennes, et sur l'Asie, à la fois sur Tokyo et sur Singapour pour tout ce qui est actions japonaises et actions du bassin Pacifique. Et ils vont aussi se reposer sur des modèles de valorisation personnelle afin d'aller davantage en détail dans l'analyse des valeurs. Alors, eux ont la responsabilité du choix de valeur dans le portefeuille. C'est pas moi qui vais, un peu comme Shri au niveau du GMSC, je vais un peu me positionner comme le superviseur de toute cette articulation entre les inputs quantitatifs et les inputs plus traditionnels. Alors voilà, il s'agit donc, comme vous le voyez, d'une équipe très, très complémentaire et qui, si on fait le décompte, est aussi très expérimentée puisque nous totalisons tous les 4 plus de 50 ans d'expérience sur les marchés. Alors, si on parle d'objectifs maintenant, ce sont ceux d'ailleurs que nous affichions il y a quelques mois à Naples, par exemple. Nous avons un objectif en termes de qualité de performance, en termes de ratio d'information. Nous avons la prétention de produire un ratio d'information supérieur à 0,5 et je dirais compris entre 0,5 et 1. On ne s'interdira pas d'avoir plus, mais c'est en général ce qu'on a produit sur notre historique. On se sent en même temps confortable en termes d'agressivité dans un intervalle compris entre 3 et 6% de tracking error, ce qui fait de la stratégie Global Alpha une stratégie qui n'est pas très agressive, certes, mais qui n'est pas non plus une stratégie indicielle. Donc, ces 2 considérations doivent nous mener logiquement à produire une surperformance qui devrait être comprise entre 1,5 et 6% en taux annuel. Et finalement, c'est ce que nous avons fait. Maintenant, nous avons un recul suffisant. Nous avons plus de 3 ans de track record sur cette stratégie, puisqu'elle a été implémentée en fin 2002. Donc nous avons exactement 3 ans et un peu plus d'un trimestre. Et nous avons produit un ratio d'information de 0,8 quasiment, pour un taux de surperformance, un taux annuel de surperformance de 280 points de base, quasiment donc 3% par an de surperformance. Alors voilà, on pourrait se contenter de ça. On a une approche qui me semble être innovante et qui en plus délivre de la performance avec un certain niveau de qualité. Mais maintenant, ce que je me propose de faire, c'est de rentrer un petit peu plus dans le détail de cette analyse de performance afin de vous prouver de l'efficacité de cette stratégie plus en détail. Bon, d'abord, très simplement par ces 2 graphiques qui vous donnent une idée de la régularité de cette performance. Vous avez sur la gauche l'évolution historique de notre composite, du composite Global Alpha, comparé à son indice de référence, et vous voyez que la performance a été obtenue de façon très régulière au cours de ces 3 dernières années. Sur la droite, vous avez le même genre de représentation qui montre qu'année après année, nous avons produit là aussi un taux de surperformance relativement régulier, que ce soit en 2003, 2004 et 2005, et même cette année, même si le rythme est un petit peu ralenti du fait d'une rotation, il faut l'avouer, dans les marchés, un petit peu plus chahutée, mais nous sommes malgré tout en avance sur notre indice de référence. Les statistiques de la slide suivante viennent confirmer ces graphiques. Vous avez sur la gauche les différentes statistiques usuelles sur une analyse de performance de portefeuille. D'abord en termes de volatilité. Je crois que le premier constat là, c'est de voir que la volatilité est très faible sur les marchés internationaux. Nous sommes à 10% de volatilité.
sommes légèrement au-dessus de l'indice, mais ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un objectif d'être moins volatile que notre référence. L'objectif se situe davantage en termes de tracking error, et là nous sommes exactement dans l'intervalle prévu, à 3,5, plutôt dans la partie basse de cet intervalle. Le ratio d'information, on l'a déjà vu, 0,8. Un ratio de Sharpe également intéressant par rapport à notre indice. Des statistiques up capture et down capture qui montrent que nous aussi, nous avons eu tendance à surperformer en phase haussière et à légèrement amortir les phases baissières de marché. Et puis, pour confirmer un petit peu la philosophie d'investissement de notre stratégie, un alpha tout à fait significatif pour un bêta qui est, lui, logiquement autour de 1, puisque ce n'est pas là-dessus que l'on joue. Le graphique sur la droite illustre davantage notre style. C'est une question qu'on nous pose souvent. Vous avez des screening value, des screenings de croissance. Quel est finalement votre style? Et là, vous avez ici une représentation qui positionne le portefeuille dans un plan où on illustre ces caractéristiques de valorisation et de croissance. Et ce qu'on voit immédiatement, c'est que le portefeuille a été régulièrement situé dans le cadran nord-est, c'est-à-dire positivement exposé sur les caractéristiques de valorisation, mais aussi sur les caractéristiques de croissance, et très significativement exposé à ces deux facteurs. Nous sommes très loin de l'origine. Donc, ce qui illustre l'aspect GARP de notre processus d'investissement, Growth at Reasonable Price, et qui est tout à fait cohérent avec notre approche, encore une fois, puisque nous avons des considérations de valorisation, mais aussi de croissance, sans jamais ignorer l'une ou l'autre. Alors, une question récurrente aussi, c'est d'où vient cette performance? Vous vous affichez comme des stock pickers. Donc, une attribution de performance permet immédiatement de voir d'où vient cette surperformance. C'est ce que nous avons représenté ici sur l'année 2004 et sur l'année 2005, simplement pour avoir un effet visuel et vous rendre compte très rapidement que l'effet principal dans notre surperformance, c'est l'effet de choix de valeur. Les barres jaunes dominent en valeur absolue quasiment chaque mois les barres bleues qui représentent quant à elles l'effet d'allocation. Contrairement à Jason, malgré notre approche bottom-up, nous avons des déviations régionales et sectorielles, mais encore une fois, ces déviations proviennent du choix de valeur également et ne proviennent pas de considérations top-down. Donc, ce résultat est encore une fois parfaitement cohérent avec notre approche, avec notre philosophie bottom-up. Et elle est confirmée avec un chiffre éloquent, il me semble, sur les 3 dernières années, enfin sur les 3 premières années de notre track record. Nous avons produit en taux non annualisé cette fois presque 10% de surperformance, et de ces 10%, plus de 90% est expliqué par le choix de valeur. Donc c'est véritablement une stratégie bottom-up, une stratégie fondée sur le choix de valeur. Une autre question récurrente ça s'attache à essayer de nous demander d'où vient cette performance, enfin, du fait qu'on ait une approche hybride. Nous avons une partie quantitative, une partie fondamentale. La question est de savoir à combien contribue chacune de ces phases dans notre processus d'investissement. Alors nous avons fait cet exercice en partant de notre track record sur ces 3 dernières années et en retranchant ce qu'aurait produit un portefeuille uniquement basé sur des considérations quantitatives. Et c'est ce que nous obtenons ici par la courbe bleue, considérée donc comme les valeurs préférées au sens de nos filtres quantitatifs. Et ce qui ressort de cette analyse, c'est que de la surperformance, 60% provient de l'analyse quantitative et 40% provient donc de ce qu'on peut considérer comme l'analyse fondamentale. Alors il faut être un petit peu prudent avec cette analyse, puisque on considère de cette façon, on considère également le contrôle de risque dans l'analyse fondamentale. Mais malgré tout, il me semble que cette analyse permet de prouver l'intérêt de la combinaison d'une analyse quantitative d'une part et d'une analyse fondamentale d'autre part. Alors je vous ai parlé de rotation de style. Je ne suis pas rentré dans le détail sur la façon dont on fonctionne, mais l'idée est donc de favoriser un style contre un autre en fonction de ce qui se passe sur le marché. Et vous avez tout ça se traduit en fait par un coefficient de pondération, un coefficient de préférence en faveur du style value ou du style growth. Ce qu'on observe ici sur le graphique à gauche, c'est quelle a été historiquement nos préférences entre value et growth. Ce qu'on voit apparaître, c'est que nous avons été entre fin 2002 et 2004
très régulièrement en faveur du style value, assez logiquement en fonction de ce qui se passait sur le marché. Mais à la fin de l'année 2005, on a commencé à voir quelques rotations. J'entendais hier parler de la dominance du style value sur les marchés. Il faut quand même pas oublier que cette dominance est beaucoup moins forte ces derniers mois. Même si elle existe toujours, on a eu quelques périodes davantage en faveur des sociétés ou des valeurs de croissance. Et c'est ce qui a traduit, c'est ce qui a généré chez nous quelques biais, quelques mouvements dans nos screenings en faveur des valeurs de croissance. Alors ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est l'impact de ces modifications en termes de structure de portefeuille. En juxtaposant deux structures sectorielles de portefeuille, l'une en fin d'année dernière, plutôt au mois d'octobre de l'année dernière, et la seconde, une plus récente, lorsque nous avions un shift, un tilt vers les valeurs de croissance plus fort. Et ce que vous voyez ici, c'est nous avions déjà en octobre deux paris principaux, l'un en faveur des valeurs pétrolières, l'autre en faveur des valeurs financières, qui s'expliquait assez naturellement du fait des niveaux de valorisation sur ces deux secteurs, qui sont probablement les deux secteurs les moins chers du marché. Et comparé à la structure récente du portefeuille, qui fait apparaître toujours un biais très favorable aux valeurs pétrolières, parce qu'elles sont non seulement peu chères, mais elles ont également un profil de croissance très attractif. Par contre, ce que cela fait apparaître, ce que le biais croissance fait apparaître, c'est naturellement un biais plus positif sur les secteurs traditionnels de croissance, tels que la santé ou la technologie. Enfin, pour terminer, j'ai voulu vous donner un exemple de sélection de valeurs. Même si nous sommes des investisseurs à long terme, il arrive que nous fassions des opérations pour des durées réduites. L'exemple ici, c'est Kohl's, une valeur américaine de distribution vestimentaire. Kohl's qui a un historique de cours pas très attractif, il faut l'avouer. La performance du titre n'a pas été formidable au cours des 3 dernières années. Mais il se trouve qu'au début du mois de février, cette valeur est ressortie dans nos screenings comme très attractive. Très attractive notamment au niveau de sa valorisation, mais aussi au niveau de ses perspectives de croissance. Alors sur ce secteur, donc l'idée là, c'est de passer le bébé en quelque sorte chez nos analystes et de lui demander ce qu'il pense réellement de cette valeur. Et en l'occurrence Lionel. Lionel me dit, sur le secteur, il y a un indicateur fondamental, c'est ce qu'on appelle le same-store sales, c'est les ventes en quelque sorte à périmètre constant, qui apparaissait au début février tout à fait favorable, avec un momentum très fort. De plus, la valeur était en termes de marge à des niveaux très élevés, donc ce qui nous a amené à nous porter acquéreurs de la société. De plus, un point que j'oublie, la société était jugée attractive par l'analyste qui est en charge de son suivi chez TCW. Donc une raison supplémentaire pour rentrer sur cette valeur, et nous y sommes rentrés sur des niveaux autour de $45. 2 mois plus tard, début avril, la valeur sort de nos screenings quantitatifs. Donc sur ces considérations, généralement, ça fait partie de notre discipline de vente. Nous sommes amenés à vendre la valeur. Et effectivement, tout cela est confirmé aussi par l'analyse fondamentale. La valeur, les marges ont passé un pic, les marges se sont réduites par la suite. Le same-store sales s'était largement dégradé. Et donc, nous avons vendu la valeur autour de $51, presque $52, avec donc une plus-value de l'ordre de 15% sur ce titre. Voilà, juste pour vous donner un exemple du fonctionnement de notre processus de sélection de valeurs dans nos portefeuilles. Voilà, j'espère vous avoir convaincu sur le caractère innovant de notre stratégie et aussi sur son efficacité. Comme vous voyez, je crois que c'est une stratégie qui repose sur une philosophie assez forte et qui surtout a tenu ses engagements aussi bien en termes quantitatifs de performance que qualitatifs aussi sur la qualité de sa performance. Et je serai prêt maintenant à répondre à vos questions en français, en anglais, voire même en espagnol, si besoin est. Alors, le turnover moyen, j'ai pas voulu mettre cet exemple pour susciter cette question, mais c'est vrai que quand on voit là qu'on peut rester seulement 2 mois sur une valeur, ça signifie implicitement que le turnover moyen peut être très élevé.
Et effectivement, il est élevé. Il n'est pas très élevé, il est compris entre 150 et 200% par an. Ce qui est plus élevé que la moyenne, mais qui reste raisonnable. Pardon? Voilà. Vous avez exclu les marchés émergents de votre univers, mais quand on regarde dans ces pays, regardez CVRD, il est quasi premier au monde dans son domaine, Samsung premier au monde dans son domaine, Mittal Steel, Petrobras. Donc c'est une vision un peu qui me semble un peu surannée. Je crois qu'on dans ces pays dits émergents, on retrouve des acteurs qui sont les premiers dans leur domaine. Ils pourraient rentrer dans le screening. Alors effectivement, juste un bémol pour Mittal Steel. Mittal Steel, étant donné qu'elle est cotée sur Amsterdam, Mittal Steel est une valeur qui fait partie de notre univers. Mais pour les autres valeurs que vous mentionnez, ce sont des valeurs qui ne font pas partie de notre univers et sur lesquelles donc nous ne sommes pas susceptibles de s'investir. La raison pour laquelle nous avons exclu ces valeurs sont liées à l'approche quantitative que nous avons implémentée. Et d'une façon générale, l'information disponible sur les valeurs de ces pays, alors probablement pas pour Samsung et probablement pas pour Petrobras, mais d'une façon générale, l'information est de moins bonne qualité. Nous aurions, dans nos filtres quantitatifs, une perte en termes de couverture qui, nous avons jugé, serait trop importante pour continuer pour agir de la même façon sur les screenings. Michel, est-ce que vous pouvez gérer contre des indices de référence spécifiques avec, par exemple, surpondération forte des actions européennes? Alors tout à fait, ça c'est l'une des caractéristiques de cette stratégie, c'est qu'elle est totalement flexible. La structuration du processus d'investissement nous permet de gérer, je dirais, vis-à-vis de n'importe quel indice. Et nous travaillons actuellement sur un processus IFI, sur un portefeuille IFI, sur un portefeuille Kokusai. Donc IFI, c'est World Ex Amérique du... Oui. IFI, donc c'est un sigle qui traduit Europe, Asia and Far East. Donc ce qui considère les actions Global Equity ex-Amérique du Nord, ex-US, ex-Canada. Kokusai, c'est l'équivalent pour le Japon. Donc c'est les actions internationales hors Japon. Et nous avons également une flexibilité suffisante pour gérer, je dirais, n'importe quel composite à l'intérieur des actions internationales. Nous avons actuellement d'ailleurs des mandats très surpondérés sur les actions euro, donc avec des benchmarks du type 50% actions euro et 50% reste du monde. Donc c'est effectivement une stratégie très flexible dans ce domaine. Bon, sans vouloir vous couper, je vous propose de poursuivre les questions